Bonjour, vous écoutez l'épisode 128 d'Avez-vous choisi, le podcast qui vous invite à tout choisir pour entreprendre votre vie à votre manière. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne mes clients à entreprendre leur vie pour avancer avec plus de joie, de sens et d'impact positif au quotidien. Avez-vous choisi le podcast ? Ce sont 3 formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet, où je partage questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et l'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour activer sa fonction anti-brouillard et se remettre en mouvement. Pour cette première conversation de la saison 4 d'Avez-vous choisi, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Tatiana Briand, ancienne négociatrice au RAID, autrice du livre « La voie du RAID, négocier pour sauver des vies » et aujourd'hui entrepreneur. Pendant plus de 13 ans, Tatiana a été la seule femme officier à exercer le métier de négociateur au sein de cette prestigieuse unité d'élite. C'est donc un parcours en dehors des sentiers battus, comme je les aime, qui a suscité ma curiosité et mon envie d'échanger avec Tatiana. Parcours atypique, environnement de travail hors norme, fort enjeu autour de la qualité de la communication au cœur de ses missions. Le parcours de Tatiana a particulièrement résonné pour moi la première fois que j'en ai entendu parler. Parce que j'ai commencé ma carrière en tant qu'officier instructeur en anglais auprès des fusiliers marins commandos dans la Marine nationale. Je me suis spécialisée en anglais du contre-terrorisme et de la libération d'otages, car je préparais les commandos marines pour leur projection sur des théâtres d'opération à l'international où leur langue de travail était l'anglais. Ma mission ne se limitait donc pas à améliorer les compétences en anglais des commandos marines, l'enjeu était bien plus grand. Il leur fallait maîtriser suffisamment la communication en anglais général et technique pour que cette langue ne nuise pas à la qualité des opérations et des relations sur le terrain. J'ai exercé ces missions de mes 23 ans à mes 25 ans. J'étais la seule femme officier de l'école et j'ai vécu une première expérience professionnelle absolument passionnante et bien loin des évidences. Quand j'ai fait la connaissance de Tatiana, j'ai donc eu très envie de l'entendre partager son histoire pour comprendre quelle place tenait le choix dans son parcours professionnel et dans son métier de négociatrice. Au cours de notre conversation, Tatiana et moi parlons entre autres de son véritable coup de foudre pour le métier de négociateur qui va révolutionner son monde alors qu'elle étudiait pour exercer un autre métier. De pourquoi sur le papier, intégrer le RAID en tant que négociatrice était loin d'être une évidence et loin d'être gagné. De son ambition, de son talent, de sa lucidité, de son audace et de sa persévérance pour garder son cap et aller au bout de son idée. De son expérience de négociatrice, de la façon dont nous pouvons mieux négocier dans nos quotidiens, ou encore du choix de Tatiana de quitter le RAID et du moteur de ses choix d'évolution professionnelle. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Tatiana. Bonjour Oriane. Bienvenue dans Avez-vous choisi ? Je suis ravie de vous accueillir pour qu'on puisse parler de votre parcours qui, on va le voir, est assez extraordinaire. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation et bienvenue. Et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Tatiana, durant plus de 13 ans, vous avez été négociatrice de crise criminelle au RAID. Alors, rien que ça, on pourrait déjà discuter pendant des heures autour de cette phrase, mais avant de nous plonger dans cette expérience métier vraiment extraordinaire, j'aimerais évoquer le chemin qui vous a amené à intégrer le RAID à 30 ans. Parce que clairement, c'est pas un métier qui arrive par hasard, ni qu'on exerce par hasard. Donc, pour commencer, je suis curieuse que vous partagiez comment vous rencontrez ce métier. Alors, effectivement, on n'y arrive pas par hasard et ce qui est assez drôle, c'est que moi, je ne m'étais pas du tout préparée à rentrer, alors ni dans les métiers de la police et encore moins au sein du RAID. Moi, j'ai fait un cursus purement juridique et au départ de mes études de droit, j'avais vraiment l'intention de passer l'avocature. Je voulais être avocate, je voulais me spécialiser en droit pénal et je voulais défendre la veuve et l'orphelin.
Et puis, au cours de mes années d'études qui ont vraiment été passionnantes, je me suis rendu compte que sur cette thématique, notamment, je pourrais pas forcément avoir l'opportunité du choix de mes affaires. Et là, c'est venu véritablement poser un problème entre je comprends ce qui se passe du point de vue du droit, mais je l'accepte pas forcément toujours du point de vue de la morale. Et je me suis dit, bon, bah là, je vais être en dualité et j'ai commencé à me dire que l'avocature serait peut-être pas forcément le meilleur chemin. Et au cours d'un article en fait que j'ai lu à la bibliothèque universitaire, j'ai lu un article qui avait été écrit par un négociateur du RAID et qui relatait l'affaire de Human Bomb, cette prise d'otage dans la matérielle de Neuilly. Et donc l'auteur de l'article évoque toute l'affaire en précisant bien les étapes de la négociation sans véritablement de groupe négociation à l'époque. Et donc, il va expliquer que cette affaire va être vraiment le préalable à la création du groupe négo. Et donc, il va vraiment expliquer la réalité du métier. Et là, ça va vraiment être une révélation. Je vais découvrir le métier de négociateur au sein du RAID et je vais totalement changer d'optique et je décide en fait de passer le concours d'officier pour rentrer dans la police pour pouvoir rentrer au RAID. Voilà. Voilà, et alors justement, ce qui est déjà intéressant, c'est de voir que vous aviez déjà un premier cursus universitaire qui était lancé, vous vous destinez a priori au métier d'avocate, et puis il y a déjà des doutes qui surgissent sur est-ce que c'est vraiment pour moi, est-ce que je vais vraiment m'y épanouir. Il y a cet événement de la prise d'otage dans cette maternelle qui est en plus très médiatisée à Neuilly, qui fait l'objet de cet article, et c'est vraiment au détour d'une lecture que vous découvrez un métier qui est totalement inconnu pour vous jusqu'à présent, mais qui va susciter cette envie de vous dire, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Mais alors, ce qui m'intéresse, c'est justement comment est-ce que vous passez de l'idée, de l'intérêt, que suscite cet article et que de l'idée que vous vous appropriez de peut-être vous lancer dans ce métier-là, et la réalité qui est quand même un chemin qui est loin d'être pavé d'évidence et qui est une ligne droite, une sorte d'autoroute qui vous mène jusqu'au métier de négociatrice. Donc, quel est le déclic pour vous vraiment pour vous lancer et passer de l'idée à j'y vais, je me lance? Alors c'est vraiment la révolution, hein. C'est-à-dire que je m'attendais pas à ça et je vais découvrir un métier mais qui est totalement inconnu en fait. Hein. On parle d'abord parce que la spécialité est assez récente. Elle a été créée en 98. Moi je découvre ça quasiment un an après. Donc c'est vraiment la découverte et surtout ce qui est amené par le négociateur, c'est tout cet aspect humain et tout l'aspect psychologique qui est vraiment centré sur l'intention avec les personnes pour résoudre la crise. Et quelle crise? Parce qu'on parle quand même du RAID, pour résoudre les crises qui sont gérées par le RAID par le biais de la négociation et donc par la communication et par les interactions qu'on va faire avec les individus. Et je trouve cette entrée-là vraiment pertinente et hyper intéressante où on explique, où j'entrevois en tout cas que peu importe ce que l'individu a fait, ce que l'on va chercher, c'est pas tant à le juger, et c'est de se dire quelles sont les raisons qui l'ont amené à faire ce qu'il est en train de faire à ce moment-là, et puis aller chercher la partie finalement la plus humaine entre guillemets de lui-même pour le faire revenir à la raison et le faire sortir sans qu'on puisse utiliser la force, et donc de ce fait pour éviter finalement tout drame humain. Et ça va vraiment résonner en fait. Et ce qui va me plaire dans cette unité, c'est tout l'aspect qu'il va y avoir autour du métier où les gens qui rentrent dans ces unités-là le font évidemment par énormément de conviction, mais sont aussi de très grands sportifs. Moi-même, je suis à l'époque vraiment très sportive et je me dis, comment faire de la psychologie sans être psychologue, comment faire de la police sans faire de répression et en continuant à faire tout autant de sport. Et en plus, le petit plus, c'est que l'unité voyage énormément pour aller faire des retours d'expérience dans différents pays. Et donc, il y a aussi cet aspect qui est tourné autour de la culture vers les autres et de la rencontre avec d'autres pays, d'autres cultures. Et ça va définitivement me convaincre. L'autre chemin, et c'est pas forcément ce que j'ai vu tout de suite, c'est que ça suppose d'abord qu'il faut rentrer dans la police, alors que moi, j'avais pas du tout fait le choix d'être policier. Donc là, il y a vraiment une grosse prise de conscience à ce moment-là, parce que moi, je veux surtout être négociateur. Et on me dit, oui, mais avant d'être négociateur, tu vas devoir surtout être policier. Et ça, je l'avais pas forcément intégré tout de suite. Et alors, ça va surprendre beaucoup de gens autour de moi. Et puis, les capteurs sont quand même tous au rouge, c'est-à-dire que avant de rentrer au RAID, il faut 50 services actifs. Il y a des tests de sélection qui sont particulièrement rigoureux. Les
candidatures féminines sont absolument pas encouragées. Et puis, tout candidat qui postule pour le RAID, il y a beaucoup de candidats, il y a très peu d'élus. Donc, la probabilité pour intégrer le RAID quand on est une femme, c'est vraiment pas évident. Et en plus, les postes de négociateurs, c'est pas du tout comme les postes de l'intervention, c'est qu'il y a un recrutement tous les 10 ans. Donc, il y a rien d'encourageant, en fait, à prendre cette voie-là, si ce n'est ma quasi-certitude que je suis faite pour ce métier. Enfin, en tout cas, que le métier me plaît. Mais à ce moment-là, je ne sais pas si je vais avoir les capacités de l'exercer, en fait, parce que je suis pas formée à la négociation. J'ai pas forcément pris en compte toute la mesure de ce que ce métier suppose, mais intérieurement, il y a quelque chose qui me dit que je suis faite pour ça. Voilà. Et il faut que j'aille le vérifier, en fait. Et donc, je vais contre toute attente, je vais passer le concours, je vais l'avoir et je vais ensuite être intégrée en commissariat et je vais attendre que tombe le télégramme du RAID. Et la grande chance que je vais avoir, c'est que 3 ans après être entrée dans la police, le télégramme du RAID pour recruter un négociateur va tomber. Sauf qu'à ce moment-là, moi, je n'aurai pas les conditions administratives puisqu'il faut 5 ans de service actif, j'en aurai 3. Mais je vais mettre toute mon énergie dans cette sélection parce que je vais écrire un courrier et je vais préciser les raisons pour lesquelles il faut absolument que je passe les tests parce que je suis rentrée dans la police pour être négociateur au RAID. Donc, si ce télégramme passe, c'est la chance de ma vie qui s'envole, en fait. Donc, et voilà. Et ça va fonctionner. Donc, il y a une partie de chance aussi énorme parce que j'aurais pu ne jamais passer les tests parce que administrativement, je n'étais pas du tout autorisée à les passer, en fait. Et c'est ça que je trouve assez extraordinaire dans votre parcours, c'est justement cette, comme vous l'avez dit, il y a cette espèce d'évidence en faisant la rencontre de ce métier-là, de vous dire, mais ça réunit tellement de choses qui sont importantes pour moi, qui ont du sens, et comme vous l'avez dit, vous sentez intérieurement que c'est quelque chose qui est fait pour vous. Et en même temps, la série d'obstacles qui s'accumulent devant vous. Alors, certains dont vous avez déjà conscience parce que vous savez qu'il y a un processus de sélection, etc., qu'il y a des conditions pour y arriver. Mais il y a aussi tous ceux que vous n'avez pas du tout perçus, comme vous l'avez très, très bien expliqué. Mais il y a cette conviction qui reste vivace jusqu'à ce qu'effectivement, il y ait une sorte d'alignement des planètes entre votre envie et puis les circonstances administratives qui permettent en fait votre… Mais alors, pour qu'on prenne bien conscience quand même du chemin, combien de temps s'écoule entre cette lecture à la bibliothèque universitaire de cet article qui révolutionne votre univers, en fait, et votre perspective de qu'est-ce que je fais de ma vie demain, et votre jour 1 au RAID? Il va se passer 7 ans. 7 ans. Ouais, donc 7 ans durant lesquels, à chaque moment, à chaque étape, le rêve pouvait partir en fumée, en fait. Ben oui, mais alors, je me dis pas pendant… Alors, c'est marrant parce que moi, je le vois pas comme ça. C'est pas 7 ans pendant lequel le rêve partit en fumée, c'est 7 ans pour nourrir vraiment… ça va me porter, en fait. C'est cette envie de rentrer qui va me porter et qui va m'amener jusqu'à la sélection. Et c'est surtout qu'à partir de ce moment-là, ça devient assez clair, c'est-à-dire que je fais la bascule moi, en licence, je passe quand même la maîtrise parce que je suis passionnée par mes études de droit, et donc je fais la maîtrise, et puis je fais ma 5e année où je vais vraiment me spécialiser, et je passe le concours en même temps que ma 5e année de droit, et là je rentre à l'école. Et alors l'école, ça va être assez compliqué parce que l'école, je vais vraiment apprendre le métier de policier. Sauf que il faut que j'intègre aussi intellectuellement que pour être négociateur, il faut que je sois policier. Et je dis pas que ça va pas m'intéresser mes 2 ans d'école, mais je vais vraiment avoir en ligne de mire l'arrivée et surtout comment je fais après pour rentrer au RAID. Et puis je vais pas y rentrer tout de suite parce que je vais faire 3 ans de service actif dans un autre service avant de pouvoir y rentrer. Mais disons que ça, à partir du moment où je prends cette décision, elle va me porter jusqu'au bout. Et c'est vraiment ça ça va être mon objectif, en fait, vraiment. Et tout ce que je vais entreprendre va être orienté sur ça. C'est-à-dire que même en arrivant à l'école, je vais assez rapidement dire, parce que quand vous rencontrez tout le monde, les gens me disent, ah, mais t'as pensé à quoi? Qu'est-ce que tu veux faire en sortie de l'école? C'est quoi ton poste? Et moi, j'ai dans l'idée de rentrer au RAID et tout le monde me dit, mais au RAID, c'est vachement dur. 2, il n'y a pas de femmes. 3, c'est hyper compliqué. Tu peux jamais y rentrer. Alors, je l'entends, mais je le valide pas. Je le valide pas parce que je me dis, tant que j'aurais pas essayé, je pourrais pas le savoir. Donc, et puis surtout, je suis rentrée dans la police pour aller au RAID. Donc, c'est inconcevable de me dire, ah ouais, c'est vrai, je vais peut-être pas y arriver.
Donc, je veux pas c'est pas un obstacle, en fait, pour moi. C'est-à-dire que ce sera un obstacle le jour où je serai confrontée, je me dirais, ben non, tu peux pas y aller. Mais là, pour l'instant, rien ne me dit que je ne peux pas y aller, en fait. Donc, je mets toute mon énergie, toute mon intention, en fait, pour aller jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Ça a été l'enjeu de garder le cap jusqu'au moment où, officiellement, vous aurez dit non, Oui. c'est pas possible. Voilà. Et là, tout a été mis en place pour que même si le chemin était inhabituel, même si vous n'étiez pas attendu, même si vous n'étiez pas spécialement encouragé, et si de fait, les étapes étaient nombreuses avant de pouvoir effectivement potentiellement prétendre à vous présenter et ensuite à être reçu, parce qu'il y a aussi toute cette étape-là. Oui, bien sûr. L'envie et cette clarté de la vision et l'envie d'aller au bout de votre idée a été plus forte que les obstacles ponctuels et les doutes aussi, peut-être, parce que j'imagine qu'il y en a peut-être eu quand même à certains moments. Mais le cap était tellement clair qu'il fallait pour vous aller au bout de cette idée-là, en tout cas lui donner toutes les chances. Mais le nom, il tombe, hein. Il tombe parce que quand je remplis finalement quand vous avez un télégramme qui tombe, il y a d'abord une partie administrative, et cette partie administrative, c'est vraiment un recrutement sur dossier, c'est-à-dire que c'est la direction d'administration de la formation qui va recevoir tous les dossiers et puis qui va faire une présélection essentiellement sur l'administration. Et moi, j'ai 3 ans et demi de service, il en faut 5. Donc, mon dossier il revient immédiatement dans mon service d'origine en disant que vous ne remplissez pas les conditions administratives, vous ne pouvez pas prétendre aux sélections du RAID. Donc, j'ai déjà un nom ferme et définitif de l'administration. Sauf que je me dis, l'administration, elle connaît pas, Tatiana Briand, elle connaît pas ses motivations, elle connaît pas les raisons pour lesquelles il faut qu'elle se présente. Elle regarde juste qu'administrativement, alors elle rentre pas finalement dans les codes. Donc, je décide. Je prends en compte le retour négatif, mais je décide finalement d'aller directement à la source en écrivant au chef du RAID en disant bon, administrativement je ne peux pas, mais c'est pas sur des conditions administratives que vous allez probablement recruter votre futur négociateur. Et donc je lui explique les raisons pour lesquelles je pense qu'il faut que je passe ces tests. Voilà. Et finalement, je vais te rappeler. Ils vont me dire, on a eu votre courrier, venez vous présenter au test. Voilà. Et j'ai l'intention et les raisons pour lesquelles je voulais être négociateur, j'ai tout mis sur le papier parce que je me suis dit, tu vas viser ceux qui vont te recruter et qu'est-ce qu'ils vont se dire quand ils vont faire le recrutement de leur négociateur, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir chez l'autre. Et donc, voilà, moi, je leur ai montré ce que j'étais capable de leur donner, en fait. Et c'était une sorte de première négociation. C'était déjà ma première négo. Ouais, exactement. J'en avais pas conscience, mais j'avais déjà ciblé ce qu'on fait stratégiquement en négociation, c'est qu'on va chercher le bon interlocuteur, en fait. Parce que j'aurais essayé de convaincre l'administration, bon, ça aurait été le pot de fer contre le pot de terre. Donc là, je suis directement allée à la source, en fait. De quoi avez-vous besoin? Peut-être que je peux vous l'apporter. Génial. Donc moi, ce que j'entends dans toute cette première phase de parcours jusqu'au RAID, jusqu'à votre objectif que vous aviez commencé à imaginer dans la bibliothèque universitaire quelques années avant, c'est l'ambition, c'est-à-dire qu'il y a une envie réelle qui est là et il y a une sorte de clarté de la vision de pourquoi j'y vais et pourquoi c'est important pour moi et comment vous avez nourri ce sens finalement au fur et à mesure des années et puis des obstacles aussi qui se sont accumulés parfois sur la route. Le talent, parce que vous le disiez, vous étiez sportif, vous aviez déjà aussi une formation juridique qui, je pense, était aussi assez intéressante pour vous permettre de passer ne serait-ce que les concours pour rentrer à la police. Il y avait une forme de transférabilité quelque part déjà d'une première expérience universitaire qui était pertinente par rapport à votre parcours. Puis vous étiez déjà sportive, donc voilà, ça sortait pas du chapeau comme ça de nulle part. Il y a cette audace de vous être lancé, de vous être dit bah oui, en fait c'est ça, j'ai envie d'y aller et d'avoir fait, comme vous l'avez évoqué, cette révolution, voilà, sur tous les aspects pour réorienter vraiment votre parcours. Et puis cette audace. Et moi, je trouve elle s'est amplifiée aussi grâce à la persévérance dont vous avez fait preuve au fur et à mesure des étapes, des années, pour garder le cap, passer les jalons en fait les uns après les autres, dans un environnement qui globalement était quand même plutôt hostile, on va dire, en tout cas pas très accueillant a priori. Parce qu'effectivement, historiquement, il y avait pas de femmes, ou en tout cas, il y en avait eu une, je crois, avant oui, tout à fait. Ouais. Et c'était pas gagné d'avance. Sur le papier, c'était pas l'évidence quand même. Non, c'est loin d'être l'évidence. Ce qui m'a marqué aussi dans votre parcours, c'est que donc vous passez ces tests.
Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Au moment où je passe les tests, Oui. alors je passe les tests. Déjà, ce qui me surprend, c'est le fait que dès le départ, on annonce qu'on ne prendra pas de femmes. Et je me dis, c'est quand même assez surprenant. Alors, on est une petite trentaine de candidats et tout le monde nous dit, sur ces sélections, on ne va pas retenir de femmes. Bon, d'accord. Et puis, sur mon entretien psy, j'ai vraiment la psychologue qui va vraiment insister sur le fait que je sois une femme, sur le fait que je sois jeune et sur le fait que je sois jolie et qui va me dire, est-ce que ça ne va pas vous poser un problème dans ce type d'unité-là? Et en fait, je vais être sans réponse parce que je ne m'attendais pas du tout à cette question et j'avais jamais posé la question de ma féminité. Enfin, j'étais déjà policière dans la police, donc voilà, j'avais l'habitude de travailler avec des hommes, des femmes, et qu'elle me pose la question ouvertement en me disant, mais là, vous êtes dans une unité à 97% d'hommes, vous aurez quelques femmes et vous les aurez surtout au niveau de l'administration. Donc voilà, comment vous allez faire avec votre féminité? Je me dis, mais je reste complètement sans voix parce que je me suis dit, mais c'est pas une question en fait. Enfin, quel est le rapport avec le métier que je souhaite exercer au sein de cette unité? Donc, je suis un peu surprise par ça. Et puis, ce qui va se passer dans ces sélections, c'est que je vais pas être retenue. Alors ça, c'est le jeu des sélections. J'y suis allée en mettant toutes les chances de mon côté pour l'avoir, mais en ayant conscience qu'en étant une trentaine de candidats et puis pour un poste, bah, de fait, il y aurait 29 déçus. Bon, bah, je fais partie de ces 29 déçus parce que je ne serai pas retenue. Et puis, donc, je repars dans mon service. Et 6 mois après, donc je passe à autre chose. Hein, entre-temps, je pars en voyage, je passe à autre chose. Et 6 mois après… Vous passez à autre chose quand même dans l'idée de vous représenter à une prochaine… et disons que je perds pas espoir, mais je sais pas du tout quand est-ce que ça va se reproduire. Voilà, ça c'est le risque. Hein. Donc, et le fait est que les prochaines sélections, elles auront lieu 10 ans après. Organisées par moi notamment, mais ouais, il peut se passer très longtemps entre des sélections. Et ça tourne quand même beaucoup moins souvent à la négociation qu'à l'intervention. Donc non, je sais pas dire quand est-ce que l'occasion se représentera. Donc ça, faut accuser un peu le coup. Oui, est-ce que concrètement, ça remet en question votre parcours, justement? Est-ce que vous vous dites, bah, tout ce que j'ai mis en place, c'est cette année d'investi? Est-ce que pour vous, vous ne l'entendez pas comme un non final, en tout cas? Ou est-ce qu'il y a quand même ce doute-là? Je l'entends pas comme un… Alors, j'accuse le coup et je pars en voyage quasiment tout de suite. Et puis, je me dis, il va falloir que intellectuellement, que tu te remobilises parce que tu risques d'avoir la carrière que tu n'avais pas choisie, en fait. Et ça, c'est un peu compliqué. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai très peu de souvenirs de cette période parce que très rapidement, je vais être rappelée, en fait, par le RAID. Je vais être rappelée et ils vont me dire, écoutez, on souhaiterait vous revoir. On aimerait que vous passiez un test supplémentaire. Donc là, je suis quand même assez surprise parce que je me dis, c'est quand même bizarre. Et donc, je suis invitée à passer un test psy supplémentaire où je vais passer un peu plus d'1 heure avec un autre psy, pas le même, qui va m'intégrer, enfin, qui va faire mon entretien. Et ensuite, je vais être intégrée au RAID. Et donc là, je comprends pas trop ce qui se passe. Et quand je vais demander les raisons pour lesquelles voilà, je suis intégrée alors que finalement, ils avaient choisi un autre candidat, je vais comprendre que le candidat qui était en place n'est pas resté. Il a fait le choix de ne pas rester, une petite incompatibilité. Et puis, quand je vais accéder à mon dossier administratif, je vais me rendre compte que en réalité, j'étais première sur les tests, mais que comme j'étais une femme, ils ont fait le choix d'un autre candidat. Voilà. Et le psychologue qui va devenir mon binôme va me dire ça a été très compliqué de revenir te chercher, mais ça a été très compliqué quand on a fait le choix de mettre quelqu'un d'autre à ta place parce que tous les psys se sont un peu rebellés pour dire vous avez la candidate que vous cherchez et parce que vous avez décidé que vous ne prendrez pas une femme, vous faites le choix de passer à côté de la candidate dont vous avez besoin, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et donc, il m'a dit, je me suis même demandé si j'allais pas partir pour manifester mon mécontentement. Donc, on allait rester, ce qui est très bien, parce que du coup, moi, j'ai fini par intégrer, mais je me dis assez souvent que les choses qui doivent se faire se font. Donc voilà. Et d'un point de vue du choix, c'est très intéressant ce qui s'est passé là, de se dire, il y a des sélections, il y a une numéro 1 en l'occurrence qui sort, et un système en place qui a défini une règle va dire, bah non, en fait, on va prendre le numéro 2, mais finalement, eh bien, les choses sont plutôt bien faites puisque la place revient finalement bien. Exactement. À la personne qui était numéro 1. Et voilà. Et voilà.
Super. Donc voilà, on voit, et je trouve que c'est important aussi de montrer en fait, parce que j'échange souvent avec des jeunes et des moins jeunes qui sont en réflexion par rapport à leur orientation professionnelle. Et je crois qu'on vend beaucoup l'idée que de la fin des parcours, quand on a choisi, quand ça y est, on est en place et qu'il y a une sorte de fluidité, d'évidence à arriver là où on est arrivé. Et en fait, non, souvent, les parcours sont faits en dents de scie, il y a des changements d'idées, il y a une idée qui s'éclaire, mais en fait, le parcours, il est long avant d'arriver à ce qu'on a en tête et qui nous paraît une évidence. Donc, je trouve que c'est important de partager, y compris quand on a exercé des missions très prestigieuses au sens extraordinaire, qui vont prendre la lumière d'une manière ou d'une autre, de dire qu'en fait, il y a tout un chemin aussi personnel et que c'est pas juste un chemin personnel, c'est aussi un contexte, des institutions, une réalité qui font qu'il y a des choses qui se font, d'autres qui ne se font pas, mais que voilà, quand on avance, quand il y a une envie, on trouve toujours un chemin. Oui, exactement. Super. Donc, vous arrivez au RAID, ça y est, vous êtes en place. Pour vous, c'est quoi du coup qu'est-ce qui vous anime en fait dans ce métier de négociatrice d'un point de vue du choix justement? Pour moi, vous faites le choix de négocier. Oui. Ça veut dire quoi faire le choix de négocier? Faire le choix de négocier, c'est déjà prendre en compte que dans une crise, il y a plusieurs manières de la résoudre. Et moi, je fais le choix d'utiliser les mots indépendamment de ce qui s'est passé pour résoudre une crise. Je fais le choix de ne pas juger la personne que j'ai en face de moi et je fais le choix d'avoir envie de lui laisser la possibilité de faire différemment que ce qu'il a prévu. Et ça, tout ça, c'est important pour moi parce que je me dis que, alors dans tous les profils qu'on a pu avoir, on n'a pas eu que des méchants entre guillemets. On a des gens qui sont en fin de parcours, qui sont à bout de souffle et qui vont avoir une réaction qui va aussi être en lien avec leur débordement émotionnel. Et ils ont plus les codes, en fait, ils sont fatigués, ils vont prendre des chemins qui sont pas les chemins auxquels on peut s'attendre, ils sont plus sous une forme logique. Et je me dis que ces gens-là, ils ont plus besoin d'attention et qu'on les ramène vers quelque chose de stable plutôt que de les prendre directement dans le feu de l'action par notamment une intervention qui pourrait être considérée comme brutale au regard de ce que lui il est en train de vivre. Donc ça a quand même été l'essentiel de ma carrière parce qu'on parle beaucoup des affaires de terrorisme dans nos unités parce qu'elles sont médiatisées et qu'elles sont impressionnantes, mais c'est pas ce qui a jalonné la majorité de ma carrière, bien au contraire. Et c'est ça que je retiens aussi, c'est ces épreuves de la vie où on a des gens qui arrivent au bout du bout, qui sont pas forcément connus des services de police, mais qui peuvent totalement basculer sur une rupture. Quelqu'un qui va perdre son emploi, dans la foulée, sa femme va divorcer, il va perdre la garde de ses enfants et il arrive au bout d'un processus. Voilà, et qu'est-ce qui lui reste? Parfois, le passage à l'acte sur lui-même ou sur autrui parce qu'il a envie de manifester sa colère, sa tristesse. Il va le faire d'une certaine manière, très violente, très bruyante, pas forcément adaptée, dangereuse. Et cette personne-là, le meilleur point d'entrée quand même, c'est d'entendre d'abord la colère, c'est d'entendre la tristesse, et puis c'est de le ramener à lui et de le recentrer sur lui, et puis de l'accompagner dans ce qu'il est en train de vivre et dans ce qu'il a de plus douloureux. Et quand on ramène des gens comme ça à la vie, quand on récupère des gens comme ça aussi par la force de la relation et par nos mots, aujourd'hui j'ai rien trouvé de plus gratifiant à ça en fait. Et là on se dit vraiment, on a sauvé une vie, vraiment. Voilà. Et on l'a fait sans jugement, mais avec une totale ouverture en lui disant, oui, vous avez le droit en fait d'être en colère, vous avez le droit d'être triste. Il n'est pas du tout question de remettre en cause en fait tout cet état-là, mais c'est peut-être la manière de l'exprimer qui est pas forcément la bonne. Et donc l'idée, c'est de réintroduire du choix, de jamais modifier le problème, de prendre conscience qu'il est là, qu'on n'est pas là pour le résoudre, mais on peut l'aider à le voir d'une autre façon. Et en fait, ouvrir le champ des possibles pour leur donner une vision différente de ce qu'ils sont en train de vivre. Ça leur permet de trouver eux-mêmes leur propre chemin vers la sortie. Et ça, c'est magique. Je trouve très intéressant cette notion de réintroduire du choix finalement face à une personne qui est pour qui il n'y a plus d'autre issue que ce que la personne est en train de faire. En tant que forcené, il y a le chemin se rétrécit de minute en minute finalement vers une issue qui se veut fatale d'une manière ou d'une autre, d'un côté ou de l'autre. Et vous avez cette intention en tant
dans le métier de négociateur, de réouvrir finalement le champ des possibles, comme vous avez dit, et donc de réintroduire de la pluralité d'options. Hein, c'est bien ça que j'entends. Tout à fait. Par contre, ce que j'entends aussi, c'est que dans la négociation, l'enjeu, c'est bien sûr, il y a beaucoup de préparation et il y a cet enjeu du démarrage, j'imagine, c'est-à-dire en très peu de temps, parce que j'imagine que c'est aussi un enjeu et il y a quelque chose avec un partenaire qui peut être à la fois un allié, mais aussi un ennemi à plus d'un titre, j'imagine. C'est comment est-ce que vous parvenez, j'imagine que bien sûr l'entraînement est essentiel, mais finalement, arriver à cerner en très peu de temps le type de forcené que vous avez face à vous pour permettre de choisir justement la posture adaptée et les mots adaptés. Comment ça, vous l'avez construit au fur et à mesure de vos expériences? Alors effectivement, quand moi j'ai intégré en début 2004, on a ce qu'on appelle une typologie des interventions qui a été mise en place et qui a été mise en place notamment par tous ces retours d'expérience qu'on a fait et des personnalités qu'on a rencontrées sur le terrain. Ce qui nous a permis de définir une typologie de forcenés ou de prise d'otage. Donc, tous les forcenés ne se ressemblent pas. Donc, on a des thématiques de détresse, on a des thématiques de désespoir, on a des thématiques extrémistes, de fanatisés, d'individus retranchés fanatisés. Et puis, on a des psychopathologies, des post-homicides. Donc, voilà, on les a déterminés. Et en les mettant, entre guillemets, dans des catégories, on avait plus ou moins un code d'entrée pour les prendre en compte, sachant que il faut toujours avoir à l'esprit cette idée d'adaptation, d'adaptabilité, parce que un forcené de détresse ne ressemble pas à un autre forcené de détresse en fonction du contexte, en fonction de ce qui l'a amené à se mettre dans cette position et en fonction du négociateur, tout peut changer. Mais on a, en fonction de ces catégories-là, forcément, on a une très très grosse boîte à outils qui nous permet d'utiliser les outils les plus appropriés pour la situation. Donc on ne fait pas de profilage sur les interventions, on se garderait bien de le faire parce que c'est le meilleur moyen de se tromper. Et puis parfois il faut du temps pour le faire et on n'a pas forcément toujours le temps. Et puis quand vous avez des individus qui sont totalement mutiques, voilà, il peut y avoir plein de raisons à ce mutisme-là. Et l'idée, c'est d'essayer justement de tenter avec les outils qu'on a, de trouver le meilleur point d'entrée pour essayer, en tout cas, de se faire entendre d'un individu qui refuse de parler. Parce que c'est pas parce qu'il est mutique qu'il n'entend pas. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce que je vais utiliser pour aller l'impacter et dans ce que je vais lui dire, qu'est-ce qui va le faire réagir. Donc, effectivement, on a très peu de temps, parce que sur nos interventions, c'est souvent, comme on dit, entre guillemets, c'est un one-shot, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'occasion de revenir le lendemain pour continuer la discussion. Donc, quand on les prend en compte, on a tout un système qui se déplace et l'idée, c'est d'aller les récupérer. Donc, on fait pas de profilage, mais c'est vrai qu'on a réussi avec cette typologie à déterminer plus ou moins sur quel type de forcené on était, et ce qui nous permet aussi de bien connaître les points d'entrée avec lesquels on peut commencer en tout cas à les aborder. Mais après, c'est vraiment la situation qui commande. C'est-à-dire que on va évoluer toujours en fonction de l'individu, et c'est bien souvent lui qui va aussi nous donner le là et qui va faire qu'on va se positionner de telle ou telle manière. Oui, donc ce que j'entends, c'est être extrêmement préparé pour être justement d'autant plus attentive à la spécificité de la situation et de la personne que vous avez face à vous dans une situation. Tout à fait. J'imagine que l'enjeu, c'est aussi même si ça paraît compliqué de tomber dans une forme de routine, mais d'être attentive à ne pas tomber dans des évidences, en fait, dans des recettes toutes faites aussi dans votre pratique. Au cours des 13 ans que vous avez réalisé au RAID, c'est concrètement, ça représente globalement combien d'interventions? Alors ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Je ne me suis jamais vraiment amusée à les compter, mais j'ai fait plus de 250 affaires en 13 ans, et puis avec les enlèvements de Français aussi à l'étranger, puisqu'on intervient là-dessus aussi. Mais oui, ça va être ça à peu près au global. Et si vous deviez choisir une intervention pour vraiment une intervention qui vous a d'une manière ou d'une autre transformé, est-ce que vous pensez à une en particulier que vous seriez… Qui m'a transformée. Alors, il y a plusieurs négociations qui m'ont impactée à des différents niveaux. Celle qui m'a… alors, je ne sais pas si transformée, c'est le bon terme. J'ai une de mes premières négos qui s'est pas très bien déroulée parce que on a eu d'énormes problèmes de communication. Et lorsque l'individu a ouvert la porte,
C'était une prise d'otage. L'ensemble du groupe a pensé qu'il se rendait, alors que moi, j'avais évoqué le fait qu'il ouvrait la porte parce qu'il avait besoin d'un contact visuel. Il voulait qu'on se voit. Et en fait, on a eu un très gros problème de coordination, ce qui fait que quand il a ouvert la porte, moi, j'ai pas eu le temps de lui dire que je serais pas seule au contact. Et donc, il a vu tout le groupe d'intervention. Et donc, il a cru, en fait, qu'on venait le chercher. Il a refermé la porte. Sauf qu'il a refermé la porte. Il était retranché avec ses 2 enfants. Et donc là, ça bascule, hein, parce qu'on se dit d'abord, on a perdu à la négo, clairement. Et puis surtout, maintenant, il faut intervenir. Il y a 2 enfants au domicile. Donc là, ça a été assez catastrophique. Donc là, ça s'est très bien passé, puisque bon, on a pu le récupérer, on a récupéré les enfants, tout s'est bien produit. Mais c'est ce qu'il m'a dit, en fait, qui m'a impacté. Il m'a dit que je l'avais trahi. Et en fait, ça a été terrible, parce que je l'ai vraiment pris pour moi. Il m'a fallu du temps, hein, pour accepter ça. J'en ai beaucoup parlé avec le psy qui était mon binôme, en disant, mais je l'ai quand même pas trahi, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps. Et j'avais de cesse, en fait, d'avoir envie de le rappeler pour lui expliquer que c'était juste un problème de coordination, que l'intention, c'était pas d'aller chercher. D'ailleurs, quand il a ouvert la porte, personne n'a bougé. C'est que le dispositif fait que dans nos protocoles, un négociateur va jamais tout seul au contact. Donc, il y a forcément un binôme de protection. Et d'ailleurs, quand il a ouvert la porte, personne n'a bougé. Donc, mais c'est cette perception qu'il a eue de moi qui n'était pas la bonne, qui m'a vraiment perturbée, où je me suis dit, mais je suis toujours je suis dans le parler vrai, je suis dans l'ouverture, je bannis le mensonge parce que, de manière générale et encore plus dans mon métier, et donc là, c'était un jugement sur ma personne que j'ai pas très bien vécu. Voilà. Et donc le psychologue m'a dit, ne te trompe pas de place. C'est pas nous qui l'avons incité à battre sa femme et à se retrancher avec ses enfants. C'est pas nous qui l'avons demandé de faire une prise d'otage sur ses enfants. Ne te trompe pas de place. Et bon, voilà, ça m'a fait un peu bouger mon état d'esprit, mais je me suis surtout dit, ça m'a vraiment mis tous les capteurs au rouge en me disant, fais attention à ça, parce que sur un problème de communication, ou en tout cas un manque de synchronisation, tout peut basculer, en fait. Et si on avait perdu ces enfants-là, je crois que je m'en serais pas remise, en fait. Donc voilà, ça m'a rendue hyper vigilante. Voilà. Mais ça m'a fait prendre conscience aussi que l'empathie aussi qui était la mienne, il fallait que je fasse attention à ça aussi, parce que l'idée c'était pas de tomber dans la sympathie non plus. Voilà. J'ai beaucoup appris aussi de ça, et notamment la dissociation avec les événements et la distanciation émotionnelle. Super, merci pour ce partage. Parce qu'on a souvent en tête les grandes interventions au sens les plus médiatisées. Oui. Et je crois que c'est important aussi de ramener au fait que c'est avant tout il y a des êtres humains des 2 côtés, avec toutes les questions, les vulnérabilités et les transformations que ça opère, tout ça sur les êtres humains des 2 côtés. Donc, merci de ce partage. Et alors, ce que je trouve intéressant, justement, dans ce que vous venez de faire, c'est combien choisir de négocier, c'est aussi un moyen très pertinent pour s'intéresser à comment est-ce que je peux préserver, justement, les futures relations. Alors là, vous parliez de cet échange qui a eu lieu avec ce forcené et puis cet enjeu autour de la trahison, de ce que ça a impliqué pour vous en termes de réflexion. Donc, on peut aussi le transposer pour nous, simples citoyens lambda, à tous les sujets finalement du quotidien professionnel et personnel. Donc, justement, quels sont, vous, les conseils que vous pouvez nous donner pour bien négocier en fait dans nos quotidiens, que ce soit au travail, à la maison, avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos pairs, nos hiérarchiques, etc., pour justement dans ce souci de négocier, c'est-à-dire d'avancer dans une discussion, mais aussi de préserver la qualité des futures relations. Alors, je donne des conseils, ce que vous me demandez. C'est vrai que les conseils ne sont jamais les payeurs, mais dans n'importe quelle négociation, à partir du moment où on s'apprête à négocier, moi, j'ai toujours envie de dire la préparation. Voilà. Même quand ça paraît évident, même quand les choses paraissent évidentes, vous pensez que vous n'avez pas d'intérêt à négocier parce que c'est assez clair, il faut quand même se préparer. Donc, généralement, quand on veut négocier ou quand on s'apprête à négocier, c'est qu'on va avoir besoin de l'autre pour accéder à quelque chose. Donc, moi, j'aime beaucoup mettre l'attention sur le fait que si on décide de rentrer dans un acte de négocier, c'est qu'on a besoin des 2 parties
pour obtenir quelque chose. Et dans ce cadre-là, l'autre partie a autant de raisons que moi de vouloir obtenir ce qui lui semble juste pour elle. Donc, je ne peux pas, à ce moment-là, voir la négociation que de mon point de vue ou que sous mon prisme. Ça veut dire que, et c'est là où l'ouverture va vraiment rentrer en ligne de compte, c'est-à-dire que même si je vais identifier mes propres intérêts, mes propres besoins, que je vais mettre l'accent sur les choses qui sont intransigeables pour moi, les choses sur lesquelles je ne souhaite absolument pas transiger, je peux peut-être aussi voir de quel côté je peux céder des choses, quels sont les domaines sur lesquels je vais pouvoir un peu lâcher du terrain, ou éventuellement quelles sont les choses que je vais pouvoir proposer en alternative. Et je dois accepter que l'autre fasse exactement la même chose, parce que finalement, pourquoi j'aurais plus d'intérêt que lui dans cette négociation qui nécessite que nous nous mettions d'accord. Donc ça, c'est hyper important, parce qu'on pourrait très bien se dire mais c'est quand même incroyable qu'il soit arc-bouté là-dessus alors que c'est pas ce que je veux. Ben oui, mais entre contrepartie, qu'est-ce que je lui montre moi, qu'est-ce que je lui donne, et est-ce qu'il ne se dit pas la même chose de son côté? Donc ça, c'est quand même assez important. Je crois aussi que l'assertivité, c'est aussi quelque chose de très important. On doit être capable de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, et puis de se mettre aussi nos propres limites en disant je suis prête à céder beaucoup de choses dans la négociation. En revanche, ça, je peux pas transiger. Mais c'est pas parce que c'est non négociable qu'il n'y a pas d'autres options. Et l'assertivité, c'est aussi bien souvent le point de départ de quelque chose qui va être sain, parce que je vais oser me positionner, mais aussi expliquer les raisons pour lesquelles je prends cette position. Ça ne veut pas dire que je me ferme au dialogue, ça veut dire que pour moi, ça fait partie d'un cercle de valeurs que je ne peux pas revenir dessus, mais il y a plein de solutions ou de choses alternatives ou de choses qu'on peut mettre en place sans forcément toucher à ce paramètre-là qui est important pour moi. Et après, évidemment, il y a la transparence, il y a le cadre éthique, parce qu'on parle très peu d'éthique dans les négociations. Moi, j'aime bien parler d'éthique parce que c'est un peu le garde-fou qui va me permettre de négocier avec le plus de sincérité possible. Voilà. Parce que si je commence finalement à sortir d'un cadre éthique, je peux m'autoriser plein de choses, mais je vais aussi autoriser plein de choses à mon adversaire, ou en tout cas à mon interlocuteur. Et puis, ça peut être l'escalade, et puis ça peut être quelque chose qui devient très vite incontrôlable. Et là, vous voyez, je viens de vous dire quelque chose c'est important, c'est adversaire, sauf que dans les négociations, on va essayer effectivement d'imaginer l'autre partie non pas comme un adversaire, mais plutôt comme quelqu'un avec qui on doit collaborer, en tout cas faire un chemin ensemble pour essayer de nous mettre en accord sur quelque chose à tous les deux. Parce que l'idée, c'est de repartir d'une position juste. Parce que si dans votre esprit, la négociation, c'est le bras de fer, c'est récupérer à soi quelque chose, et avoir plié l'autre partie, ça va marcher une fois, ça ne marchera pas deux. Et on a toujours ce souci de préserver l'avenir, de préserver aussi les personnes que l'on a en face de nous, parce que demain, on est susceptible aussi de les rencontrer une deuxième fois, ou en tout cas, il faut préserver les relations, parce que ce que l'on ne préserve pas et ce que l'on abîme une fois, ça se ressent après sur l'avenir. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut penser nos négociations en se disant toujours je dois absolument protéger et préserver l'avenir. C'est ça. Et on retrouve ce que vous décriviez par rapport à vos missions au RAID, c'est-à-dire être très préparé. Et j'aime beaucoup cette notion de clarifier justement nos limites personnelles au démarrage, donc de savoir ce qu'on est prêt à lâcher, sur quoi on est prêt à négocier, ce qui est absolument non négociable et incontournable pour nous. Mais que c'est pas parce que c'est non négociable que ça doit être fait avec une forme d'agressivité, mais plutôt de faire le choix de l'assertivité et d'être attentif à se préparer en amont pour mieux s'écouter pendant et donc être assuré d'être dans un dialogue et non pas dans une confrontation de points de vue où chacun reste sur ses positions. Et avec cette envie en tout cas, ce cadre, j'aime beaucoup cette notion de cadre éthique et de recherche de quelque chose de juste. C'est ce que moi j'explique souvent par rapport on parle souvent de faire un bon choix. En fait, l'enjeu, c'est surtout de faire un choix le plus juste possible et que finalement, le bon, il est qualifié par la justesse. Et donc là, c'est ce que vous expliquez dans la notion de négociation pour avoir en fait une relation qui se pérennise, c'est-à-dire au-delà du résultat obtenu, on a bien privilégié la qualité de la relation et la manière dont on a abordé la situation pour permettre une relation qui, dans la durée, soit ponctuellement, soit de manière durable, va rester saine finalement et sur des bases solides, même si on a lâché des choses et où on est complètement 100% OK avec le résultat de la négociation. C'est bien ça. C'est exactement ça. Super. Et donc,
Merci pour ces précisions parce que je trouve que c'est important de voir comment est-ce qu'on peut transférer tout ça dans un enjeu de quotidien. Et d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir si pour vous, quand on a été négociatrice pendant 13 ans au RAID, est-ce que c'est plus facile au quotidien de négocier avec, je sais pas, ses enfants, ceux qui font des travaux à la maison? Est-ce que c'est une forme d'évidence ou est-ce qu'il y a encore des choses qui challenge pour vous? Non, il y a toujours des choses qui challenge. Après, c'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent. Moi, souvent, on me dit, oh là là, ça ne doit pas être simple pour ton mari d'être au quotidien avec une négociatrice. Mais en fait, moi, je pense que je suis devenue négociateur parce que je suis comme je suis, en fait. Et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Donc, j'ai pas adopté une posture particulière en devenant négociateur. Je pense que c'est ce que je suis qui m'a porté sur ce métier. Donc, de manière générale, je vais plutôt être dans la conciliation, dans l'écoute, énormément dans l'écoute, dans la négo pure, oui, dans le métier. Après, à la maison, non, je vais être comme tout le monde. Je vais avoir mes faiblesses, je vais avoir mes failles. Voilà. Avant, j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants, ça je le dis assez souvent, et je négocie très mal avec mes enfants parce qu'il y a une part d'émotionnel qui est tellement énorme que je vais laisser d'abord parler l'émotion. Voilà. Après, il y a des choses que je vais faire. C'est vrai que j'ai conscientisé en faisant de la négociation, comme le fait d'utiliser beaucoup une méthode qui s'appelle les messages où je vais me recentrer sur moi, notamment quand je vais me sentir en colère ou fatiguée et que j'aurais tendance à vouloir en prendre à mes enfants. Je vais leur dire que je ne suis pas accessible parce que je suis fatiguée, mais je prends cette distance pour pas qu'ils aient le sentiment que c'est de leur faute ou qu'ils y sont pour quelque chose. Voilà. Et quand ils y sont vraiment pour quelque chose, alors je vais plutôt leur parler de leur comportement. Ça, c'est vrai, maintenant, je l'ai totalement conscientisé, mais c'est devenu aujourd'hui quelque chose de complètement naturel. Mais j'ai vraiment mis l'accent quand on faisait vraiment la formation négo, où j'étais pas encore maman, et je me suis dit, ah oui, ça, c'est quand même assez précieux de préserver les gens qu'on a en face de nous et de pas attaquer leur personne parce que ce qu'ils sont, ils le changent pas. Et là, ça peut être très violent d'attaquer quelqu'un parce que c'est repenser qui ils sont, alors que leur comportement, ils peuvent les modifier. Et ça, maintenant, je suis très attentive à ça. Oui, merci de partager. Et merci aussi à nouveau de partager le fait que on peut être dans des métiers où il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de dangers aussi, beaucoup de méthodes, beaucoup de préparation, et rester absolument des êtres humains avec des doutes, des moments où on ne sait pas forcément comment faire. Et ça, c'est vraiment, je crois, important. Donc, merci de le partager. Vous avez, au bout de 13 ans, un petit peu plus de 13 ans au sein du RAID, fait le choix de quitter le RAID pour aller vers le secteur privé, toujours en lien avec la question de la négociation. Et puis aujourd'hui, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Exactement. Quel est le moteur dans vos choix de carrière et plus globalement dans vos choix de vie? Alors, de carrière, ça s'est fait. Alors, ça a été très très clair pour le RAID. C'est au cours vers la fin de mes années au RAID, j'avais très souvent. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais dans l'esprit de monter ma structure. Voilà, parce que j'avais envie d'être mon propre chef. Et quand vous avez été fonctionnaire toute votre vie, vous êtes tout le temps très hiérarchisé. Et il y a des fois, il y a des choses que vous voyez, vous dites, si j'étais chef, je ferais ça. Sauf que quand vous êtes dans une hiérarchie, vous avez toujours des chefs au-dessus de vous qui vont pas forcément aller dans votre sens ou qui vont pas forcément voir les choses de la même manière. Et donc, il y a un moment donné, j'avais cette perception que j'aurais envie de faire mes propres choix. Ce qui m'a amené à prendre une disponibilité et aller dans le privé, c'est que dans cette perspective qui était de construire un jour ma propre structure, comme beaucoup d'entre nous, j'ai eu à un moment donné le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, si je dois m'adresser à une partie du monde privé, quelle légitimité je vais avoir en venant d'un monde totalement opérationnel et du public. Et là, je me suis dit, aucun en fait. Donc, j'ai fait le choix d'intégrer un grand groupe privé pour aller faire une vraie immersion dans le privé, pour pouvoir me dire, voilà comment fonctionne le privé, je suis salarié du privé, je vais prendre en compte les organisations, le mode de fonctionnement. Comme ça, si demain j'ouvre ma structure, je serai légitime pour aborder les notions dans le secteur privé parce que j'aurais été moi-même salarié d'une entreprise privée. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc à la première, au premier confinement, j'ai beaucoup été sollicitée à titre très personnel pour notamment de l'accompagnement. Et je me suis dit peut-être que c'est le moment
forte de cette petite expérience du privé, parce que 4 ans, c'est pas énorme non plus, peut-être que là, tu commences à remplir vraiment toutes les cases pour commencer à monter ta structure, ce que je fais. Et alors, le moteur, c'est toujours le même, c'est-à-dire que dans le privé, j'ai rencontré aussi ce frein de me dire, ça c'est marrant, je l'aurais pas pris comme ça, je l'aurais pas pris en compte de cette façon. Sauf que tu peux pas décider. Et donc, c'est devenu encore une fois assez me titiller en me disant, peut-être que si demain tu montes ta structure, tu feras un peu comme tu as envie. Et c'était pas à faire pour faire, mais c'était plutôt la frustration de pas aller au bout de l'idée qui était la mienne, ou en tout cas de prendre les choses comme je pensais que c'était intéressant de les prendre. Ça veut pas dire que je vais pas me tromper, mais je me donne le choix d'aller explorer ça. Et puis, si je me trompe, je me trompe, mais c'est important que j'aille le vérifier par moi-même. Oui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on retrouve exactement le déroulé que vous aviez avec l'idée du RAID, c'est-à-dire vous y êtes allé, pour aller au RAID, il fallait passer par la police parce que c'était l'étape qui était, alors dans le cas qui était obligatoire, mais bon c'était l'étape avant la grande idée. Et là, il y avait déjà finalement cette envie d'une forme de liberté en créant tout vous-même et en étant complètement responsable et libre des décisions et des choix que vous pouviez faire. Et il y a eu cette phase de transition par une première étape, une disponibilité, tester, valider votre légitimité finalement. En tout cas, vous rassurez sur le fait que vous êtes capable. Et en même temps, ça a confirmé cette envie de vous dire, allez, en fait, si j'ai envie d'y aller complètement et d'être et libre et complètement responsable aussi des choix et des décisions professionnelles que je vais faire. Donc, c'est intéressant de voir cette audace et cette persévérance, cette détermination qu'on retrouve dans le chemin cette folie. Pardon? Ou cette folie. Ou cette folie, mais en tout cas, on retrouve cette ambition, cette audace et cette persévérance surtout à vous dire, en fait, si j'y vais pas, je saurai jamais. Donc, j'ai envie d'aller vraiment au bout du truc et de voir comment ça se passe et comment je vis tout ça, quoi, finalement. Je veux pas avoir de regrets, en fait. Donc, je vais explorer. Et alors, pour vous, justement, par rapport au choix, qu'est-ce que, pour vous, c'est quoi, justement? On parle souvent du bon choix. J'évoquais tout à l'heure, pour moi, la formulation qui me paraît plus intéressante du choix juste. C'est quoi, du coup, pour vous, un choix qui est juste pour vous? Je sais pas ce que c'est qu'un choix juste. Le choix, c'est quand vous avez, en tout cas pour moi, quand j'arrive à être en paix avec l'option que j'ai pas retenue. Parce que souvent, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Quand il y a une direction, on la prend, on se pose pas de questions. Le plus dur, c'est quand on a le choix de plusieurs options, on se dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Et ça, c'est toujours hyper douloureux parce qu'on est toujours en train de se dire, oui, mais si je fais ça, je vais perdre ça, si je fais ça, et si. Et finalement, quand on a plein de choix, moi, j'entends toujours les gens de dire, oh, t'as de la chance, t'as du choix. Et souvent, je me dis, je ne sais pas si c'est une chance d'avoir autant de choix, parce que finalement, c'est là où moi, je vais avoir beaucoup de difficultés à poser et à me dire quel est le meilleur choix possible, en fait. Donc, j'aime bien faire des petits tableaux croisés. Qu'est-ce que je perds à ne pas faire et qu'est-ce que je gagne à ne pas faire non plus. Ou inversement, qu'est-ce que je gagne à faire, qu'est-ce que je perds à faire. Et à partir du moment où j'abandonne un des choix, je me dis bon, voilà, tu as fait le choix qui te semblait important à ce moment-là, et c'est ton choix, c'est le tien. Voilà. Donc pour moi, le choix juste, c'est pas celui qui m'a été soufflé, c'est le chemin que j'ai pris, que j'ai décidé de prendre en fait. Indépendamment de ce qu'on a pu me dire, c'est le choix qui nourrit ma perception, mon intuition qu'au moment où je le prends, c'est celui qui est fait pour moi. En me disant toujours, bon, tu assumeras les conséquences si c'était pas le bon, mais ça veut dire que j'ai conscientisé le fait que j'accepterais de m'être trompée. Donc là, je vous donne un exemple tout bête. Là, ça m'a pris beaucoup de temps avant de monter ma structure. Parce qu'à chaque fois, je me disais, oh oui, mais ça se trouve, c'est pas pour moi. Oui, mais ça se trouve, je vais me tromper. Et les gens me disaient, mais qu'est-ce que ça peut faire de te tromper? Alors moi, je suis la première à dire aux gens qu'ils peuvent ne pas se tromper. Et pour moi, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que je mets tout en place pour ne pas me tromper. Et pourtant, se tromper, c'est pas grave en soi. Et donc là, je me dis, bon, oui, c'est vrai, tu peux te tromper. Mais comme ça fait un petit bout de temps que tu y penses, que tu as mis tout en place pour que ça fonctionne,
Et bien maintenant, il faut explorer. Et peut-être que ça fonctionnera pas, mais si tu le fais pas, tu pourras pas savoir. Donc voilà, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancée, notamment en pleine pandémie. Et là, on aurait pu me dire, on m'a dit d'ailleurs, enfin, tu as quand même un super poste dans le privé, et en pleine pandémie, tu montes une structure qui est quand même 90% liée au présentiel. C'est très judicieux en fait comme choix. Mais sauf que à ce moment-là, j'ai senti que c'était le moment. Donc je dis, bah, c'est vrai, mais je vais l'explorer. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement cet enjeu de poser les choses. On retrouve cette dimension de préparation, de se poser des questions, de poser les choses, d'explorer déjà sur le papier finalement les options. Et puis ensuite, c'est aussi l'audace de se lancer et d'aller explorer pour ensuite ajuster finalement au fur et à mesure votre chemin. Et ça, c'est, je crois, enfin moi, j'adhère complètement à cette manière de faire. Et je crois que c'est effectivement intéressant de se dire, je reste pas juste sur le papier, mais je me prépare suffisamment pour me dire, il y a quelque chose à aller explorer. Et j'y vais, je tente et je vois ce qui se passe et j'ajusterai au fur et à mesure. Et puis, il y aura d'autres chemins. Hein, quand on retrouve cette image que vous évoquiez on n'est pas en train de fermer, en fait, le champ des possibles. Il y a toujours la possibilité de l'ouvrir et de réintroduire du choix au fur et à mesure des événements. Ce que vous venez d'évoquer là, je crois que pour terminer, c'est un point important, c'est finalement avancer en gérant l'incertitude, ce qui est en fait notre lot quotidien d'être humain. Mais je crois qu'en fait, plus que jamais, avec, vous l'avez évoqué, la pandémie, je crois que plus que jamais, on a pris conscience à l'échelle individuelle et à l'échelle collective qu'on est dans un contexte constamment mouvant et incertain. Donc là, peut-être en reprenant votre casquette de négociatrice, c'est quoi votre, alors si c'est pas un conseil, en tout cas votre approche pour gérer l'incertitude justement? C'est le mouvement. C'est-à-dire que moi, personne n'a une petite boule de cristal pour dire de quoi sera fait demain, comment ça va évoluer. Vous voyez, notamment, on parle de cette pandémie où moi, j'ai le sentiment qu'on a été totalement figé dans un espace-temps qui nous appartenait plus parce qu'on n'avait plus du tout de projection et qu'on se disait, on va surtout pas se projeter parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais ça, c'est, moi, j'ai trouvé que ça, c'était délétère pour le coup. Après, je comprends les gens qui l'ont fait dans une forme de prudence, mais j'ai vu aussi ce que ça pouvait produire comme effet négatif chez les gens qui n'arrivaient plus à se projeter. Et moi, j'ai toujours nourri cette idée un peu partout de faire toujours vraiment la technique des petits pas et les tout petits projets, parce que le petit projet, et on n'a pas besoin d'un projet ambitieux, le petit projet, il va nourrir, déjà, il va vous mettre en action. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas figé dans un espace-temps, on est en mobilité. Et puis, il va nourrir un espoir. Voilà. Et l'espoir, c'est forcément un bond vers le futur. Quand on a de l'espoir, c'est qu'on se projette. Voilà. Et la projection, c'est la mise en mouvement. Et c'est de se dire, je me réapproprie mon quotidien, je me réapproprie mon temps parce que j'ai un projet et je le visualise. Voilà. Donc, voilà, l'incertitude, moi, j'aime pas la subir. Donc, j'ai pas envie de subir parce que comme on n'a pas de prise et c'est ça qui devient anxiogène. Donc, à mon niveau, je me lance soit des petits défis, soit des petits challenges, soit des petits projets parce que là-dessus, j'ai de la prise, je me mets en mouvement et quand je suis en action, j'ai pas le temps de stresser. Voilà. Oui. Puis c'est vraiment faire le choix de notre posture dans un contexte incertain, mais qui l'est finalement toujours. Oui. Et finalement, ce que j'entends, c'est effectivement l'antidote au risque de paralysie dans un contexte d'incertitude, c'est la mise en mouvement à une échelle qui nous convient, qui est juste pour nous, et ne pas hésiter à partir sur des petits projets, des petites choses qui nous paraissent... Bon, finalement, il n'y a pas de gros enjeux, mais à la limite, tant mieux, parce que c'est ce qui va nous inviter à la mise en mouvement et qui va nous garder vivants finalement. Mais bien sûr. Vivant, garder les yeux grands ouverts. Exactement. Et puis, si ça ne fonctionne pas, que ça n'aboutit pas, mais tout ce temps, on l'aura passé notamment à rêver, à se projeter, à se mettre en mouvement. On aura fait quelque chose. Voilà. Alors que si on ne l'avait pas fait du tout, comment on aurait vécu cet espace-temps? Rêver et se mettre en mouvement. Merci beaucoup, Tatiana. Merci beaucoup, Ariane. Un grand merci à Tatiana pour sa confiance, ses partages authentiques et inspirants, ainsi que pour sa simplicité. Alors, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez de retenir et de vous approprier. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ?
Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici? N'hésitez pas à me partager les idées, les déclics, les questions que cette conversation a fait émerger pour vous. Contactez-moi via mon site ou les réseaux sociaux et partagez-moi ça. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous souhaitez en découvrir davantage sur Tatiana, son expérience de négociatrice, lisez son livre « La voie du raid, négocier pour sauver des vies » et visionnez sa conférence TEDx « Négocier pour sauver des vies ». Si vous aspirez à vous confectionner une vie choisie, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel et de groupe à distance. Si vous pensez que le temps est venu d'investir en vous pour entreprendre votre vie avec plus de joie, de sens et à votre façon, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour une conversation initiale offerte et sans engagement. Et durant 45 minutes environ, nous pourrons explorer dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous pourrions travailler ensemble prochainement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager cet épisode aux personnes qu'il pourrait intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille qui fait des merveilles, c'est vraiment le plus précieux des soutiens que vous pouvez m'apporter dans ce projet. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site orianesavoureluca.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi pour être informé dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail chaque lundi et que je vous invite à faire germer au fil de la semaine. Enfin, n'hésitez pas à postuler à l'éclairage si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Pour ce faire, direction la page podcast de mon site, orianesavoureluca.com. Vous trouverez aussi sur mon site un formulaire de contact. Partagez-moi vos questions, vos idées, vos suggestions, si le cœur vous en dit. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?